Bonjour et bienvenue dans le podcast La Tribu Gravel, le podcast qui vous aide à faire vos premiers pas et à découvrir la discipline qui est le gravel bike et le bikepacking. Je suis Hugo de gravelpassion.fr et je vais vous présenter aujourd'hui à travers ce nouvel épisode de podcast les équipements que j'utilise au quotidien. Alors loin de moi de vous faire une liste didactique et ennuyante de ce que j'utilise. Non, l'objectif c'est d'aider les personnes qui débutent dans la discipline ou tout simplement aussi ceux qui aiment et qui sont passionnés par le matériel comme moi, de vous donner quelques repères et peut-être même de vous aider. En tout cas voilà, si vous débutez la discipline, ce podcast devrait grandement vous intéresser. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je me permets de me présenter rapidement pour ceux qui découvriraient Gravel Passion via ce podcast. Donc moi c'est Hugo, le fondateur du site internet gravelpassion.fr, la première plateforme francophone qui aide les pratiquants et les débutants de gravel à en apprendre plus sur la discipline, que ce soit à travers des tests, des guides, des conseils ou même des plans d'entraînement. Nous proposons aussi un calendrier en ligne, un comparateur pour comparer plus de 350 modèles de gravel et plus de 110 ressources gratuites, donc à destination des pratiquants de gravel. Et donc si aujourd'hui j'ai choisi le sujet de ce podcast, c'est tout simplement que l'on me pose très régulièrement via les réseaux sociaux, directement par mail, des questions sur mon setup, que ce soit sur des sorties plutôt bikepacking ou des sorties gravel à la journée. Et donc, il m'apparaît intéressant aujourd'hui de vous communiquer un peu plus en détail ce que j'utilise au quotidien en termes d'équipement. Allez, c'est parti. On commence avec le vélo. Alors, étant un média qui effectue quelques tests, on reçoit de temps en temps des modèles en test par les marques. Mais bien entendu, ça ne m'empêche pas d'avoir mon propre matériel, mon propre gravel. Et je trouve même ça intéressant puisque ça permet vraiment d'avoir un point de comparaison à l'instant où on reçoit un gravel en test. Il y a souvent l'effet waouh quand on a un nouveau vélo, même si c'est un vélo de test. Et pouvoir donc le comparer avec un autre vélo à côté permet d'avoir un repère supplémentaire et donc de donner un petit peu plus de structure à mon sens au test qui suivra. Voilà, donc actuellement et depuis maintenant bientôt 2 ans, 1 an et demi, je roule avec un Trek Checkpoint SL6. Donc le modèle qui était sorti en décembre 2021 et que je m'étais procuré dès le mois de décembre à l'époque. Alors j'aime beaucoup ce vélo que je catégorise comme un vélo qui n'excelle nulle part mais qui est bon partout, orienté vraiment longue distance, bikepacking, confort, mais qui néanmoins bien équipé reste suffisamment vif même pour participer à des épreuves gravel type course de gravel ou rando. Bref, vraiment un compagnon de vadrouille parfait. Le vélo, on sent confiance dessus et en tant que testeur mais aussi qu'acheteur, un bon petit coup de cœur que ce Trek Checkpoint. Pour être totalement transparent, à l'époque il était même à 3900 € dans la configuration que je vais vous détailler, là où aujourd'hui je crois qu'il a pris 600 ou 700 € depuis, ce qui en fait sur le papier une affaire un peu moins intéressante sur le plan tarifaire, mais à l'époque restait un prix compétitif, surtout du fait qu'il s'agit d'un Trek, donc d'une marque avec une certaine renommée et donc des prix et des vélos catalogues qui sont quand même relativement chers. C'était à l'époque un tarif bien placé sur un modèle moyenne gamme et ce Trek avait tout d'un grand. C'est toujours le cas aujourd'hui, mais l'augmentation tarifaire imposée par Trek depuis cette date rend la douloureuse un peu plus délicate à digérer. Il était équipé à l'époque en SRAM monoplateau avec une transmission donc électronique SRAM ITEP AXS que j'ai transformé par la suite en double plateau. Alors là, je vous conseille de vous référer à l'épisode sur le mono et le double plateau que choisir, épisode de podcast d'il y a quelques semaines. Il était parfait en monoplateau, mais c'est un vélo avec lequel j'ai toujours des ambitions de faire de longs bikepacking, voire même des épreuves d'ultra distance avec. Et donc le double plateau est quand même à mon sens un peu plus adéquate, notamment pour des épreuves un peu plus montagneuses. Donc il a été basculé depuis en double plateau, avec entre guillemets un bricolage, puisqu'on a changé le dérailleur arrière,
et tout en souhaitant conserver le même pédalier. Donc on a réussi à mettre un jeu de double plateau et un dérailleur avant. Et après, bien sûr, on a changé la cassette. Donc on n'est pas passé sur un groupe rival AXS en double plateau comme vendu dans le commerce entre guillemets, mais un mélange avec une étoile Force, un grand plateau aussi Force, tout en conservant les manivelles que j'avais SRAM rival. Manivelle d'ailleurs équipée d'un capteur de puissance. Là aussi j'en parle dans l'épisode sur les capteurs de puissance. Donc un super capteur de puissance qui à l'époque était vendu aux alentours de 200-250 €, en fait qui se situe dans la manivelle gauche et qui permet d'upgrader facilement son gravel et donc d'avoir la puissance entre guillemets à moindre coût avec un supplément tarifaire, mais comparativement à ce qui peut se faire d'autres sur le marché en termes de capteurs de puissance, c'est vraiment un upgrade intéressant si vous souhaitez avoir la puissance sur votre gravel et que vous êtes équipé d'une transmission SRAM ITEP AXS. Ensuite, il était livré à l'époque avec des roues Bontrager, de bonnes roues en aluminium, très très correctes. Mais là aussi, j'ai rapidement changé la paire de roues avec une paire que j'avais déjà en stock. Il s'agissait des Zip 303S, donc une paire de roues carbone de 40 ou 44 mm, je ne sais plus, de jantes. Une super paire, franchement, pareil, là aussi un très très bon rapport qualité-prix pour une grande marque comme Zip, puisque c'est une paire qui sort aux alentours des 1000 €, mais qui est facilement trouvable et très régulièrement en promotion entre 800 et 1000 €, qui pour une paire de carbone très bonne qualité reste quand même assez intéressant. Ce ne sera pas une paire de carbone pour des purs compétiteurs, mais franchement pour de l'endurance, pour dynamiser quand même un petit peu son vélo, c'est très très bien. Et je suis très content de cette paire, sans crochet, une paire hookless comme on appelle, donc compatible avec seulement quelques types de pneus, mais tout fonctionne à merveille, un montage tubeless facile, très facile, une qualité de roulement excellente, une pression très basse conseillée. Bref, franchement, ces roues, c'est que du bonheur après 5-6 000 km faites avec. Pour les pneumatiques, je n'ai pas encore trouvé entre guillemets le pneu parfait. De toute façon, les pneumatiques, c'est souvent une affaire de compromis en gravel. Personnellement, actuellement, ce que je recherche le plus, c'est la polyvalence. Donc c'est un pneu qui sera capable de passer partout ou presque, sans trop se traîner sur les portions plus roulantes, voire les portions routières. Et je roule une bonne partie de l'année en 40 mm. Je trouve franchement qu'entre 38 et 42 mm, c'est un excellent compromis. Si vous avez un terrain entre guillemets relativement facile, des conditions météorologiques entre guillemets stables tout au long de l'année, c'est vraiment un diamètre idéal pour passer presque partout. Pourtant j'ai testé le 45 mm sur des roues en test qu'on avait reçues. Franchement c'est très très sympa aussi. Dans le sable c'est très très joueur. En très haute montagne ça doit être sympa aussi sur des terrains très très cassants. Mais par chez moi le 40 mm pour l'hiver c'est relativement suffisant. Et je ne fais pas du gravel très très engagé. Voilà, le terrain peut être gras l'hiver, mais il ne sera pas de grosses descentes en pierrier ou autre. Donc le 40 à mon sens est vraiment l'idéal pour ma configuration et le style de gravel que je pratique actuellement. Et l'été, quand le terrain est plus sec, il m'arrive vraiment de basculer sur du 35 mm ou du 36 mm. Ça, je trouve que c'est vraiment aussi un très bon diamètre si vous pratiquez le voyage à vélo, le bikepacking, puisque ça vous permet vraiment là d'avoir un rendement sur la route très 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 correct, tout en conservant quand même beaucoup de confort. Et avec du 35 mm, de passer partout ou presque. Côté configuration, je roule en tubeless depuis 5-6 ans maintenant, voire peut-être même plus. J'ai toujours roulé en tubeless en gravel. Je trouve que ça apporte vraiment du confort, une pression beaucoup plus basse, et que les quelques galères que l'on peut rencontrer sur certains montages sont vite effacées à mon sens grâce aux qualités de roulement supplémentaires que l'on a par rapport à un montage chambre à air. Je sais que c'est pas toujours facile de franchir le cap, de faire son premier montage tubeless, mais là aussi d'ailleurs vous pourrez retrouver un tuto directement sur gravelpassion.fr où on vous explique de manière didactique toutes les étapes pour basculer vos roues en tubeless. À mon sens, c'est quand même une étape intéressante à faire si vous faites régulièrement du gravel et que vous souhaitez gagner en confort, gagner en tranquillité d'esprit aussi, puisque la plupart des crevaisons seront bien rebouchées si votre montage est propre.
Donc pour moi, c'est quand même un avantage par rapport aux chambres à air. J'utilise l'excellent liquide préventif de chez No Flat Joe's, qui pour moi a l'intérêt de proposer le meilleur rapport quantité, qualité, prix du marché. Franchement, c'est un super liquide, il sèche quasiment pas. Enfin, vous voyez, il m'arrive de renouveler tous les 6 mois mon liquide et il y en a encore dans la jante. Il rebouche très facilement les crevaisons simples. Il permet aussi d'avoir une étanchéité parfaite ou presque. Donc vraiment un super bon liquide préventif. Là aussi, vous retrouverez toute la liste des équipements justement en description de ce podcast. Allez, maintenant on va passer aux pédales et aux chaussures. Donc comme vous en doutez sûrement, j'utilise des cales automatiques sur mon gravel et donc des pédales Shimano PD ME700. Globalement des pédales bien sûr type SPD, donc il en existe plusieurs chez Shimano, des plus ou moins haut de gamme. Moi ça reste je crois du moyenne gamme sur ce modèle qui ont une surface plutôt plate, c'est-à-dire qu'on peut aussi presque les utiliser avec des baskets. Voilà, ils en font. Shimano propose aussi le modèle vraiment purement VTT, XTR je crois de mémoire, elle a une surface vraiment d'enclenchement réduite. Voilà, ça va vraiment là aussi dépendre de votre pratique, mais en tout cas dans tous les cas, passer en cale automatique, là aussi c'est une étape à franchir sur son gravel, et ça vous apportera un peu plus de confort là aussi au pédalage, puisque vous allez pouvoir vraiment effectuer un mouvement complet, c'est-à-dire tirer, pousser sur votre pédale, contrairement à si vous êtes en pédale plate avec des chaussures de ville ou des chaussures de sport classiques. Là aussi il faut prendre bien sûr le pli d'apprendre à déchausser et à chausser ses pédales, mais une fois que cela est fait, les pédales automatiques c'est aussi un bon gap sur son gravel. Pour les chaussures, je suis vraiment tombé sous le charme des Shimano RX8. Donc là, à travers un podcast, c'est difficile pour ceux qui connaissent pas le modèle, mais pareil, vous retrouverez tout en description. C'est un super modèle avec semelle carbone, réglage micrométrique type BOA et un rapport confort-rigidité incroyable. Enfin, je trouve elles sont vraiment plus rigides que mes chaussures de route. Donc c'est pour dire, je crois que Shimano donne un indice de 10 sur 12 en termes d'indice de rigidité. Mais malgré cette forte rigidité, on conserve un chausson très très confortable, ce qui fait qu'en fait on sent vraiment que chaque coup de pédale, la puissance est vraiment retranscrite de manière parfaite, et c'est très très agréable. Si vous avez jamais essayé une chaussure avec des semelles carbone, alors il y a des modèles plus ou moins confortables certes, mais vous sentirez vraiment la différence en termes de transfert de puissance. C'est vraiment très très intéressant. L'inconvénient des fois de certains modèles à plaque avec une semelle carbone, c'est qu'elles sont moins confortables pour marcher. Donc des choses qui arrivent quand même régulièrement en bikepacking ou même en gravel pour marcher avec. Là c'est pas le cas. Ces chaussures Shimano, pas facile à dire ça, restent très très confortables même pour marcher. Et en plus, bon après on aime ou on n'aime pas, mais elles ont un super style avec un effet vraiment gravel, terre, boue de dessiner dessus. C'est très appréciable. Le seul petit hic, c'est le prix de départ. Clairement, c'est très très cher. C'est 235 €. Vous pouvez répéter, j'entends très mal. Je les avais trouvés à l'époque en promo. C'est pas un modèle que j'ai reçu en test, ça c'est un modèle que j'ai acheté. Je les avais trouvés à 90 € sur un site allemand. Donc là, c'était vraiment une grande opportunité pour moi de me les procurer. C'était une belle affaire. Mais elles sont facilement trouvables, même hors promo, aux alentours des 150, 160 € sur la plupart des sites marchands. Pour le style, j'aime bien aussi d'autres modèles comme les Northwave Fit Cinelli. Ils avaient fait une collaboration sur une paire de chaussures et le design était aussi assez sympa. On est sur un modèle à lacets qui a son charme aussi en gravel, mais un modèle un peu plus tourné confort, un peu plus pâteau, mais qui restait néanmoins de très très bonnes chaussures et un peu plus abordable. Triban via Decathlon propose aussi de bons modèles gravel. Ils ont 2 chaussures gravel de mémoire, un à lacets et un peu plus classique, et là aussi le rapport qualité-prix est très 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 correct. Donc si votre budget est un petit peu plus limité pour les chaussures gravel, voilà, vous pouvez aussi vous orienter vers la marque Triban qui chez Decathlon propose de très bonnes choses. Allez, j'espère que ce début de podcast vous plaît bien. On va poursuivre la configuration de mon setup idéal. En tout cas idéal, je ne sais pas, mais mon setup actuel que j'essaye de rendre idéal en fonction de ma pratique. On va poursuivre avec les sacoches. Alors là, je dois vous avouer que depuis que j'ai goûté aux sacoches qui se vissent directement sur le cadre du Trek Checkpoint, puisqu'en fait, il a beaucoup d'inserts, il a 3 ou 4 inserts sous le tube horizontal, il en a 2 sur le top tube, donc au-dessus du tube horizontal,
Il en a aussi sur le tube, non pas sur le tube de sel, il en a bien sûr sur le tube diagonal pour les porte-bidons, en dessous et au-dessus, et sur la fourche. Mais ce qui fait que Trek a sorti notamment une sacoche de cadre qui se vise directement justement au cadre. Ce qui fait que c'est très très propre, ça ne vient pas bouger, on n'a pas de sangle qui abîme le vélo. Et ça franchement c'est parfait. Et donc justement cette petite sacoche de cadre qui permet néanmoins de garder les 2 porte-bidons en dessous sur un cadre type taille 56. Et bien cette sacoche de cadre je l'utilise maintenant pour mes sorties quotidiennes. Ça permet de... Alors certains diront que ça gâche un peu le style du vélo, mais au moins ça reste aéro puisque ça reste dans la lignée du cadre. Et ça me permet de mettre tout mon petit bazar dedans, la veste de pluie, la nutrition, la paire de gants, voilà, tout ce qu'on va emmener sur des sorties où on part pas en cuissard et maillot court au mois de juillet. Pour tout le reste de l'année, c'est vraiment appréciable d'avoir une sacoche sur son vélo. Le Trek possède alors on y reviendra après, mais une box intégrée dans le tube diagonal qui permet de ranger les outils et la chambre arrière de secours. Pour le bikepacking, j'apprécie le modèle de chez Zefal pour la sacoche de sel. C'est une version en 11 ou 17 litres qu'ils ont. Et franchement, Zefal, marque française pour ceux qui ne connaissent pas, propose de super rapports qualité-prix sur leur gamme de sacoches, que ce soit sacoche de sel, sacoche de cintre. Et ils doivent aussi avoir une sacoche de cadre, mais celle-ci, je ne l'ai pas testée. Mais pour les autres, franchement, c'est du très très bon matos. Comparé au prix, puisque Zefal par rapport à du Restrap, de l'Apidura et consorts, ça sort à 2 voire 3 fois moins cher pour des caractéristiques sur le papier équivalentes ou presque. Donc très très satisfait des sacoches de la gamme Zefal. Par contre, un petit bémol sur le style. Elles sont souvent un peu moins sobres, notamment Zefal utilise pas mal de sangles rouges ou de choses comme ça. Donc les sacoches sont un peu moins jolies, mais pour le prix, ça reste vraiment un très très bon investissement si vous souhaitez équiper votre gravel de sacoche. Néanmoins, si vous utilisez des prolongateurs sur votre gravel, ça rend quasiment impossible l'utilisation d'une sacoche de cintre classique. Donc Restrap a sorti une sacoche pour prolongateur et franchement c'est un très 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 bon produit, cher hein, je crois de mémoire qui sort aux alentours des 100€, mais c'est une super sacoche qui vient se glisser sur vos 2 prolongateurs, et pour de l'ultra distance c'est vraiment une excellente sacoche. Donc ça je l'utilise aussi sur des sorties donc pas à la journée mais sur des bikepacking de quelques jours, c'est vraiment l'idéal si j'ai besoin de mettre mes prolongateurs. Autrement, on peut aussi utiliser une sacoche top tube qui servira soit à mettre un peu de nutrition, voire une batterie externe pour les sorties les plus longues. Pour certaines sorties à la journée, si je n'ai pas de sacoche de cadre, j'aime bien aussi utiliser une sacoche de cintre entre 1 et 3 litres. Et pour ça, la petite sacoche de chez Machi qu'on avait testé en 2022 est vraiment un super produit. On avait d'ailleurs noté le produit 5 sur 5. Puisque franchement, sacoche parfaite, superbe qualité, bonne contenance, très bonne finition, déperlante, qui se fixe très rapidement, qui bouge pas. Donc un super produit si vous recherchez une petite sacoche pour vos sorties à la journée de cintre. Je crois qu'en plus elle sortait entre 30 et une trentaine d'euros de mémoire. Et franchement un très 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 bon produit que cette sacoche Machi. Là aussi vous retrouverez le produit en description. Allez, on poursuit avec la selle. Alors là, c'est toujours la partie un petit peu délicate d'un setup, puisque c'est hyper personnel comme périphérique. Je pense aussi que le fait de tester régulièrement des vélos a habitué mon petit popotin à s'adapter à toutes sortes de selles, et ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis presque même plus regardant sur le modèle de selle que j'utilise, du moment qu'en fait elle soit ajourée au niveau du périnée et qu'elle ait une longueur et une largeur plutôt moyenne. La selle me convient la plupart du temps. Alors du coup je jongle entre du Prologo, du Selle Italia et franchement ça me va très très bien. Là c'est vraiment sur un cas un petit peu à part pour votre situation. Si vous recherchez un très bon modèle, je vous conseille de tester. Dans le domaine des selles, le prix ne signifie pas toujours que ça va vous convenir, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une selle à 40€ qui vous conviendra mieux qu'un modèle à 300. C'est là tout l'intérêt de bien analyser et de regarder quelle selle vous convient le mieux. Vous pouvez tester en mesurant vos ischions. Donc là aussi on a un article dédié pour essayer de trouver quelle selle pourrait le mieux vous aller en termes de largeur et de longueur, puisque c'est principalement ces 2 critères
qui vont déterminer vers quel type de selle vous devez vous orienter. Côté casque et lunettes, franchement aucune spécificité en lien avec le gravel. J'utilise en fait mon casque de route qui est un casque de la marque MIT, Manta MIPS. Donc MIPS, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une petite norme de sécurité supplémentaire qui en fait propose à l'intérieur du casque un module qui va avoir une certaine liberté angulaire pour se déplacer autour de votre crâne en cas de chute et donc limiter la force de l'impact. Donc plein de marques travaillent avec MIPS et donc vous reconnaissez les casques certifiés MIPS, enfin qui possèdent cette option avec une petite pastille jaune sur les côtés du casque. Côté lunettes, j'utilise un modèle de chez Ecoy avec des verres photochromiques. Alors que ce soit chez Ecoy ou ailleurs, je vous conseille vraiment des verres photochromiques. C'est assez appréciable sur une pratique gravel puisque on va souvent changer de luminosité entre le moment où on traverse une forêt et puis après on va se retrouver sur un chemin roulant en plein soleil. Et si on part avec des verres teintés, on peut se retrouver des fois sur des parties un peu plus techniques en forêt avec une vision un peu plus mauvaise. Et c'est là où les verres photochromiques ont à mon sens un intérêt certain. C'est qu'ils vont donc, comme leur nom l'indique, s'adapter à la luminosité. Et après, en fonction de la qualité du verre, ça peut s'adapter plus ou moins vite. Là, le modèle que j'ai chez Ecoy, franchement, fait très bien le travail. Il n'y a que l'hiver sur des températures, quand il fait 7, 8, 9 degrés, que c'est un petit peu humide. Je trouve qu'elles ont un petit peu de mal à évacuer la buée malgré les aérations présentes sur les verres. Mais sinon, c'est un très très bon modèle qui, en plus, je trouve, est plutôt un style intéressant. Allez, on va rentrer dans une des dernières rubriques concernant les GPS et tout ce que j'appelle gadgets. Alors, faut savoir que outre le gravel et le matos, j'adore la technologie. Donc déjà, ça fait 2 critères pour lesquels mon banquier me déteste. Mais ouais, parce que quand je réunis les deux, je deviens rapidement dingo. Et ce qui fait que quand la technologie se mêle au sport et encore plus au gravel, eh bien, c'est un sujet qui m'intéresse grandement. Alors, côté GPS, j'utilise depuis 2 ans un Garmin Edge 1030+. C'était à l'époque le haut de gamme de la marque américaine. Et aujourd'hui, ils ont sorti depuis le 1040 Solar notamment, qui repart sur une base identique, mais en rajoutant un verre solaire qui permet un déchargement moins rapide de la batterie grâce aux cellules solaires présentes sur le GPS. Personnellement, le 1030+, est à mes yeux un super GPS, que ce soit en termes de form factor, donc de taille, avec la cartographie intégrée. Le 830 modèle, donc un tout petit peu plus petit, fait aussi très très bien l'affaire. Et je suis rarement déçu par un produit signé Garmin. Et quand c'est le cas, je trouve que le service après-vente fonctionne très très bien. Et jusqu'ici, j'utilise depuis maintenant assez longtemps des produits Garmin et je n'ai rarement été déçu. L'inconvénient, c'est que ça reste relativement cher. Ils ont un positionnement assez haut de gamme. Mais quand on y a goûté, c'est difficile de repasser à autre chose. Après, vous avez vraiment d'autres marques qui proposent de très très bons GPS. Il y a Wahoo, bien sûr. Il y a Hammerhead. Voilà, des marques qui proposent de bonnes alternatives avec leurs propres spécificités. Et si vous souhaitez un produit un petit peu différent qu'un GPS Garmin, c'est aussi des marques vers qui vous pouvez vous orienter. Pour le support GPS, j'utilise un modèle de chez Close the Gap. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais le principe, en fait, c'est qu'il y a une sonnette intégrée qui est cachée sous le support. Et ça, c'est très agréable en gravel, puisque si vous habitez dans une zone touristique, comme c'est le cas pour moi, avoir une sonnette, c'est quasiment indispensable. Et si on a une sonnette classique, ça peut vite devenir disgracieux sur un gravel et quasiment impossible, même si vous avez un cintre aéro sur votre gravel. Donc, l'avantage de ce support, c'est que ça permet de cacher, entre guillemets, la sonnette, tout en ayant cet élément de sécurité qui peut rapidement s'avérer indispensable. Et franchement, moi, dès que la saison touristique arrive, si j'ai pas ma sonnette, je suis un peu moins tranquille sur mes sorties, quoi. C'est un super bon produit, les supports GPS de Close the Gap. Donc là, c'est la marque qui me l'avait envoyé. Malgré tout, je trouve le prix un peu élevé de mémoire. Ça devait être entre 50 ou 60 euros le support. Après, pour être tout à fait transparent, je trouve que beaucoup d'équipements et d'accessoires vélo ont des prix un peu fous. Le vélo déjà est très cher, mais les accessoires qui gravitent autour, des fois, sont assez exigeants en termes de tarification. Donc toujours sur la partie tech, comme je l'ai dit en début de podcast, j'utilise un capteur de puissance. Je trouve ça vraiment indispensable à mes yeux pour gérer mon effort sur les très très longues sorties, même si je me connais plutôt bien, même si j'aime bien rouler aux sensations. Je trouve que c'est intéressant pour calibrer mes sorties et ne pas me référer uniquement à une vitesse moyenne, mais bien à des watts qui sont
la mesure la plus juste à mes yeux pour la longue distance. En termes de cintre gravel, c'est vrai que c'est un équipement que je n'ai pas présenté. J'utilise pas un modèle avec un flair démesuré qui correspond pourtant un peu plus à la pratique du gravel. En fait, je vous avoue que je préfère presque des cintres route. Un bon ruban doublé peut-être même, un ruban de cintre doublé, des cocottes un peu rentrées. Pour moi, le tour est joué et ça me suffit presque. Alors s'il y a un flair léger, tant mieux, mais j'ai pas besoin des flairs très très démesurés comme on peut retrouver sur des gravels typés VTT. Allez, maintenant on va terminer ce podcast avec 3 petits détails qui sont en lien avec mon matériel. Alors je préfère rouler avec des manivelles de 172.5 mm. Alors si vous ne le savez pas, il y a plusieurs tailles de manivelles sur les vélos. Globalement, ça se situe entre 170 mm et 175 mm. On peut trouver moins, on peut trouver plus, mais la plupart des tailles du marché sont équipées de 170, 172.5 ou 175 mm. Et globalement, plus le vélo aura une taille élevée, plus la taille de la manivelle sera élevée. Et en fait, malgré mes 1m85, j'aime bien des manivelles de petite taille, donc plutôt de 172.5, là où la plupart des vélos seront équipés d'origine en 175 pour une taille d'1m85. Mais à mon sens, ça me permet de tourner davantage les jambes et donc de moins pédaler en force et d'avoir une meilleure cadence. Donc voilà, c'est un petit détail technique sur ma pratique, mais je trouvais ça intéressant de vous le partager. Second point, quand je suis entre 2 tailles de cadre, ce qui arrive dans 90% des cas pour moi en fait, globalement il me faudrait une taille 57 chez la plupart des marques, ou ML, mais c'est rare, hormis chez des marques type Ridley qui proposent je crois un 57, mais sinon pour les autres je suis souvent donc entre une taille 56 ou une taille 58, taille M ou taille L, et donc la plupart du temps j'opte pour la taille inférieure, donc du M, afin de gagner un petit peu en maniabilité et en réactivité. Si c'est plutôt le confort que vous visez, pour de l'ultra, etc., je vous conseille d'opter pour la taille au-dessus si vous êtes entre 2 tailles. Dernier point, je mets un slip sous mon cuissard. Non, ça je plaisante. Mais point intéressant à soulever parce que je sais que beaucoup de débutants ne savent pas s'ils doivent mettre ou non un slip ou quelque chose en dessous un cuissard. La réponse est non. Vous devez avoir le cuissard à même la peau afin d'éviter un maximum les frottements, et de gagner en confort. Voilà, j'espère que le détail de mes équipements vous a plu, que ça vous a apporté un petit peu de valeur au moins, et que vous ressortirez avec quelques éléments, pourquoi pas, pour upgrader vous aussi votre gravel. N'hésitez pas à me partager votre setup aussi, que ce soit en commentaire sur les réseaux sociaux ou directement en messagerie privée. Voilà, n'hésitez pas, c'est toujours intéressant de s'inspirer des autres. C'est aussi pourquoi j'ai créé ce podcast et gravelpassion.fr. C'est que moi, à titre personnel, j'ai des choses à vous partager, mais en retour, j'ai envie d'en apprendre encore plus et d'améliorer mes connaissances sur le sujet, notamment grâce à vous. Je terminerai juste cet épisode en remerciant Olivier qui nous a laissé un avis en nous écrivant et en nous remerciant pour notre site qui fourmillait d'excellents conseils. Donc voilà, merci beaucoup à toi Olivier et j'espère te retrouver très vite au sein de la communauté. D'ici le prochain épisode, je vous souhaite de super balades gravel. Les beaux jours arrivent, c'est le moment d'en profiter, de ressortir le cuissard court, le maillot court et de vous amuser dans nos superbes chemins. La France est vraiment une terre hyper riche en gravel, donc profitez-en. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, la bise. Ce podcast vous a été proposé par gravelpassion.fr, la première plateforme française 100% dédiée au vélo de gravel.